Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure où vous nous accueillez dans votre chez vous. Je me présente, mon nom est Marie-Josée Roux. Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Cette semaine, mon invitée, c'est Madame Nancy Schenck. Bienvenue, Nancy! Bonjour, Marie-Josée. Ce n'est pas la première fois que tu viens. Non. Tu es déjà venue pour nous présenter ta unique, je dirais, en région comme partout ailleurs. Je n'ai jamais vu l'art funéraire. Tu étais venue nous parler de ça. Mais on est dans un thème qui se rapproche aujourd'hui. J'avais envie de t'entendre sur l'accompagnement de personnes en fin de vie, sur la mort, parce que dans le cadre de tes fonctions, de ton travail, tu as eu l'occasion d'accompagner des personnes en fin de vie. Donc, la mort pour toi, c'est une fascination, Nancy? C'est une obsession? Je sais pas si c'est une obsession, mais en tout cas, c'est ancré dans ma vie sans que je l'ai voulu nécessairement. Ça s'est présenté. Ben, faut dire aussi que j'ai failli mourir à la naissance. On va déjà clarifier ça. Je pense qu'il y a une racine là qui selon certains coachings que j'ai faits, surtout artistiques, on pense que oui, qu'il y aurait quelque chose, parce que miraculeusement, semble-t-il, il y a eu une idée de génie du médecin qui m'aurait sauvé la vie. Donc, c'était vraiment les dernières choses qu'il essayait, sinon c'était un choix entre la mère ou l'enfant. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Ça marque, hein, déjà, on en parle souvent. Oui, dans l'inconscient, même si c'est quelque chose qu'on touche pas souvent. On est aussi dans une société qui cache beaucoup la mort, la vieillesse, les personnes âgées, les rides. Ah oui. Il faut être jeune éternellement. Je suis pas sûre. C'est pas ton cas? C'est pas mon cas? Non, c'est pas mon cas. Avec les années, j'ai pris du poids, j'ai un peu... Mais bon, oui, j'ai eu l'occasion de travailler comme intervenante en soins spirituels dans le réseau de la santé, entre autres pendant la pandémie, et aussi pour des organismes là, qui sont... liés à l'accompagnement à la mort. Nancy, il y a un moment précis souvent dans la vie des personnes malades qui devient une espèce de tournant où on déclare la fin de vie imminente, où on transforme les soins qui tentent de guérir, d'améliorer la condition de santé en soins qu'on dit palliatifs. Ça arrive quand, à ta connaissance, sans être une personne du domaine de la santé? Bien, la fin de vie, ça arrive finalement... on va démêler. Fin de vie, c'est la fin de la vie. Donc, on sait qu'on s'en va vers la mort. D'ailleurs, on va tous y aller un jour. C'est peut-être la seule justice. Après ça, les gens mélangent beaucoup soins palliatifs, soins de fin de vie, soins de confort. On parle à peu près tout de la même chose. La seule différence, c'est que les soins palliatifs commencent à partir du moment où les soins curatifs pour guérir ne peuvent plus rien faire. Donc, on est en palliatif, mais ça ne veut pas dire qu'on va mourir immédiatement. On peut décéder 2, 3, 5 ans, 10 ans, ça dépend de la maladie qu'on a. Et la grande majorité des personnes en CHSLD, ils sont la majorité en soins palliatifs déjà. Donc, ils se dirigent vers leur fin de vie imminente. Et là, on va parler d'agonie. Et les gens sont très mêlés, là. Ils vont tout mêler. Et bon, disons qu'il y a des temps dans la fin de vie. Oui. L'agonie étant le moment de la mort, là, dans les 24-48 heures. Dans la semaine, tu sais, les gens il n'y a pas une carte de temps. Chaque personne est unique dans son chemin, chaque personne est unique dans sa fin de vie. Et le temps, ça peut se faire en quelques heures, ça peut se faire en quelques jours, ça pourrait se faire en quelques semaines. Ça dépend beaucoup. Tu as accompagné des personnes en fin de vie jusqu'à l'agonie et finalement à la mort. Comment garder sa sérénité? Comment accompagner? Comment être dans la position juste? Est-ce qu'il y a des recettes, des trucs, Donne-nous le mode d'emploi de la bonne intervention avec une personne dont la mort est imminente. On va casser un mythe tout de suite. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y en a pas.
La plupart des gens sont mal à l'aise parce qu'ils n'ont jamais vraiment été en contact avec une personne qui est en fin de vie, ou certains vont dire elle est mourante. Les gens savent pas quoi dire. Moi, quand j'étais intervenante, je me cassais pas la tête avec ça. J'allais m'asseoir avec les gens, je me disais bonjour, je m'appelle Nancy, je suis intervenante en soins spirituels. Et là, ils me disaient, je suis pas religieux, ou je suis pas catholique, ou je suis pas ci, ou je suis pas pratiquant. Oui, c'est pas grave. Vous avez envie de jaser de quoi aujourd'hui? Je pense que le plus simple, c'est pas de leur parler de leur maladie. Ils le savent qu'ils sont en fin de vie. À moins d'une exception, là, qui aurait un déni complet, ils le savent, même inconsciemment. Donc, moi, j'arrivais, puis je m'assisais, puis je jasais. Donc, avec des personnes en fin de vie, j'ai jasé de hockey, de moto, de construction, de cuisiner un brochet avec un monsieur qui n'avait jamais mangé. Puis là, j'y racontais que j'allais à la pêche avec mon père quand j'étais jeune, puis qu'on avait pêché un gros brochet, puis comment il était arrangé, puis comment qu'on l'avait fait cuire. Il en a mangé par procuration. Ses yeux étaient brillants. En anglais, on dit shining, mais oui. Ses yeux étaient tout brillants, puis son fils était là, puis il était estomaqué de voir son père si joyeux, parce qu'il n'a comme mangé. J'ai parlé d'anges, j'ai parlé de la vie de tous les jours. Alors, on est allé se promener dehors. Là, tu m'étonnes, Nancy, parce que j'avais l'impression que tu me dirais « on écoute ». On écoute alors aussi. Que toi, tu me dis, moi, je me suis permis beaucoup de parler, de raconter, oui, mais c'est sûr qu'on écoute. Parce que les gens, ils partent sur un sujet, mais il faut trouver. Donc, à travers le sujet qu'on lance, mettons, on parle de brochet, puis on parle de cuisine, la personne, elle va me donner des éléments pour me permettre de la situer où ce qu'elle est. Parce que c'est sûr qu'un intervenant, il y a un plan d'intervention, mais moi, je considérais que c'était pas le plan qui était important. C'était que la personne soit écoutée puis qu'elle soit bien. Puis à travers ce qu'elle me disait, là, dans la discussion, il va émettre des choses qui vont me permettre de voir où elle est, qu'est-ce qu'elle aurait besoin. Souvent, c'était juste de jaser de d'autres choses que la maladie. D'autres fois, c'était juste d'écouter. Parce qu'on dit souvent, il faut écouter, mais il y a des personnes avec qui juste l'écoute, ça fonctionne pas. Donc, il faut y aller avec son intuition. Puis souvent, moi, c'était, OK, vous n'êtes pas spirituel, on parle de quoi? Puis là, ça, on pouvait parler de leur famille. Et souvent, en 15 minutes, là, ils ouvraient sur un sujet beaucoup plus personnel, précieux, des fois spirituel. Tu sais, j'ai eu des questions, donc la réincarnation existe-t-elle? Qu'est-ce que tu réponds à ça? On peut pas le savoir parce que c'est comme si le paradis existe, c'est une question qu'on m'a posée. Mais comment on répond à une personne pour qu'elle réfléchisse sur ce qu'elle veut? C'est quoi qu'elle veut me dire? Elle veut me dire quelque part qu'elle a peur de la mort, elle a peur de ce qu'il y a après, donc tout le monde a ça. Mais en même temps, il faut qu'elle trouve, elle, sa vision. Donc, moi, j'avais commencé... Ou sa paix, sa sérénité. Aussi. Mais elle explore, puis elle explore à son rythme à elle. Tu sais, moi, la demande, c'était, elle veut parler de réincarnation avec toi. Je dis pas de problème. Puis on a fini par parler du paradis. Puis elle a fini par trouver son propre paradis. Mais si je serais arrivée avec un plan d'intervention, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, je serais passée à côté. Parce que la dame... De la rencontre? Elle passait à côté de quoi? De la personne? De ce qu'elle voulait. Elle, ce qu'elle voulait, c'est de pouvoir en jaser avec quelqu'un. Son intuition. Oui. Puis dans tout ça, elle a fini, c'est de renvoyer à la personne. Tu sais, elle me parlait, c'est quoi le paradis? On a commencé par parler par les grandes traditions, c'est quoi les images. Puis après ça, je m'en suis servi de tremplin pour y renvoyer la question. Puis vous, c'est quoi votre paradis pour vous? Comment vous l'imaginez? Puis elle me racontait un jardin, puis tout ça. Puis à la fin, on a ouvert sur une notion d'espérance, qui est une notion présente dans toutes les spiritualités. Puis j'ai dit, c'est ça qu'on appelle l'espérance. Puis elle était très calme. Après ça, c'est passé une ouverture avec son époux. Je pense que les chrétiens vont dire une bulle de grâce. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il s'est passé quelque chose où là, je n'étais plus nécessaire. Je me suis retirée en disant que je reste disponible. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Mais elle était en paix, elle était heureuse. Et il s'est passé quelque chose avec son conjoint en plus. De grâce. Que tu dis, j'étais là, c'est la bonne façon. J'avais un vieil aumônier qui m'avait dit, pour faire ce job-là, il faut l'intelligence du cœur. C'est beau. C'est pas le mental, c'est pas un plan d'intervention, c'est écouter ça. Et si tu écoutes ça, tu ne te tromperas jamais. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise de visiter des grands malades, de visiter, même s'ils sont très proches, même si l'affection pour la personne est bien présente, ils ont des inconforts face à la mort imminente, face à la maladie, face aux traitements médicaux.
est-ce qu'il est possible d'accompagner ces personnes-là parce que les malades, ce dont ils ont besoin, c'est d'être accompagnés, d'être visités, puis ces freins-là empêchent parfois les gens de les visiter. Est-ce qu'il y a une présence possible pour des visiteurs, pour des proches, Des proches qui ont de la difficulté pourraient faire affaire avec des groupes comme Albatros, qui forment des bénévoles. C'est sûr que le rôle d'un bénévole, c'est pas celui d'un intervenant en soins spirituels. Il va faire beaucoup d'écoute, mais il va s'installer une confiance, il va s'installer une forme de discussion, puis avec les fois qu'ils vont se rencontrer, il va se créer des liens. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des grands malades ou des personnes en fin de vie vont décider à qui ils parlent de ce qu'ils veulent. Ah, donc, tu sais, c'est pas nécessairement l'intervenant ou le bénévole qui va parler de quelque chose de très intime, mais ça peut être la personne qui va tous les jours en train de faire le balai. Et elle choisit. Et ils ressentent beaucoup si on n'est pas bien dans notre peau, si on n'est pas congruent, si on n'est pas groundé, comme on pourrait dire. Ils vont le ressentir. Ou préoccupés, ou stressés. Oui, ils le ressentent. Même inconscients, ils vont le ressentir. Donc, c'est toute une approche de douceur. Puis de dire, peut-être que là, c'est pas le moment, mais dans 1 heure, ça va être le bon moment pour moi, puis d'accepter cette limite-là. Moi, ça m'est arrivé de pas rentrer dans des chambres, mais d'y rentrer 5 à 10 minutes plus tard parce que ça me donnait l'impression de pas être le moment. Ah bon? Et en suivant ça, je me suis jamais trompée. Ma première journée de travail, j'ai écouté une dame pendant 1h30 qui pleurait, et la seule chose que je lui ai fait, je l'ai écoutée en lui tenant les mains. Parce que moi, j'aime ça tenir les mains. Je savais pas si j'avais le droit. Ça, c'est une autre notion. C'est la personne qui va te le laisser, si elle va te le faire sentir si elle est à l'aise ou pas. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, on a eu plein de limitations, puis tout ça. Mais au moins, quand je pouvais qu'il n'y avait pas de COVID, tenir les mains, je l'ai fait souvent. Puis des fois, 2 mains pour, justement, je suis là, je t'écoute, puis prendre le temps de se mettre en position d'ouverture, de dire, non, il n'y a pas de problème. Puis au bout d'1h30, cette dame-là m'avait dit, c'est la première fois de toute ma vie qu'on m'écoute. Et elle m'a raconté plein de choses qui n'avaient pas rapport avec la fin de vie de son conjoint, parce que c'était son conjoint. Mais toute la douleur, la souffrance qu'elle avait vécue, écoute, c'était une histoire d'horreur même. Et elle l'a confiée à quelqu'un qu'elle n'aura jamais revu. Et c'est ça les beautés souvent de ces accompagnements-là, c'est qu'on est là, on ne sait pas pourquoi, mais on aide comme ça. Ça peut arriver à quelqu'un qui accompagne. Oui, ça peut arriver à quelqu'un d'une famille qui est plus loin, qui revient. Moi, j'ai vu des familles qui étaient, on va le dire, là, que c'était dysfonctionnel. Mais au moment de la fin de vie, il y a eu un travail et il y a eu des ententes. Ça guérit pas toujours, mais souvent, il y a des choses qui vont se faire. Puis là, il y a différents intervenants dans le réseau de la santé. Tu sais, les gens connaissent pas le rôle des travailleurs sociaux, connaissent pas que si moi, j'ai quelqu'un dans ma famille proche et je suis son aidant, j'ai le droit d'être là. Je peux poser une question, j'ai le droit d'avoir la réponse parce que je suis son aidant principal, je suis dans le dossier. L'autre chose, c'est que on peut demander une rencontre avec les médecins pour justement clarifier une espèce de conseil de famille, même avec du téléphone. On peut demander, est-ce que ça serait possible? Il y a des choses qui peuvent se faire. Moi, je l'ai fait dans le cas de mon père, parce que justement, il y avait mes compréhensions de certaines choses. Puis j'ai demandé, est-ce qu'on pourrait avoir une rencontre? J'avais quelqu'un au téléphone, il y a une autre partie était là. Puis toutes les questions ont été mises à plat, et là, tout le monde partait avec la même information. Souvent, ça se fait dans les CHSLD. C'est des pays de fin de vie, et ils vont appeler la famille ou les représentants, et c'est sain parce que ça permet d'avoir une information juste, puis de savoir qu'est-ce qui va être fait, pourquoi c'est fait, qu'est-ce qui va arriver, parce qu'on connaît pas le corps, comment il va aller, tu sais, il va bleuir, il peut avoir des râles, il va avoir des pauses respiratoires. Les gens sont pas habitués. Autrefois, tu sais, on mourait à la maison, on était exposé à la maison, on avait contact. Aujourd'hui, c'est pas ça. Et on essaie de faire vite le rituel même après, puis ça a tous des impacts. Certaines études semblent dire il y a des impacts avec la COVID, on l'a vu. Il y a des impacts au niveau du deuil, ça ralentit. Donc, il faut pas escamoter, mais il faut essayer de trouver dans la façon qu'on est le mieux. Justement, accompagner l'après-mort, Nancy, on fait ça comment?
Tu as parlé tout à l'heure de douceur. Il me semble que c'est un mot magique, un mot important. J'ai envie de te parler de bienveillance. L'approche bienveillante, c'est sûr. Tous les organismes type Albatros le font aussi. Beaucoup d'intervenants sont dans cette approche-là. Ça veut dire que c'est le respect de la personne, d'y aller avec où elle est rendue. Je n'ai pas à y imposer quelque chose, mais je dois suivre son rythme. Moi, j'ai entendu des gens qui venaient d'avoir un décès de leur conjoint au bout de 3 semaines, de se faire dire, ben là, faudrait que tu passes à autre chose. Je m'excuse. Il y a un délai. Ça prend combien de temps, un deuil, Nancy? Il n'y a pas de temps, à moins qu'il devienne pathologique. Ça veut dire que la personne se fait 5-6 ans puis que, tu sais, elle n'en est jamais sortie. Là, ça prend un professionnel. Mais moi, je dirais en moyenne, facilement 2 ans. La première année, c'est c'est les premiers anniversaires, premier Noël, premier ci. Puis, il faut aussi s'habituer, puis les gens ont leur propre rythme. 2e année, ben là, on va reprendre un peu le goût, mais on n'est plus comme autrefois avec une communauté qui identifiait ses endeuillés, tu sais, le grand deuil, le moyen deuil, le petit deuil, et qui permettait de connaître puis de soutenir. On a plus ça. La posture intérieure, ben oui, tu en as parlé, la rapidité des obsèques, de toute Mais encore visibilité. Là, il y a des services qui existent par des organismes communautaires, entre autres. Bien sûr, le CLSC avec ses soins palliatifs, les soins de suivi, mais des fois sont débordés. On le sait, le réseau de la santé est assez engorgé par beaucoup de choses. Mais il y a des groupes comme les Albatros qui beaucoup font du suivi de deuil, des bénévoles formés, donc c'est des services qui sont gratuits. Les groupes de pères aidants, des groupes pastoraux font aussi selon l'approche, parce que si, mettons, Albatros est une approche laïque, comme la majorité des groupes, ben peut-être que la personne plus croyante, chrétienne ou catholique va aller plus vers son groupe à elle. Donc, pastoral. Les groupes comme paroissiaux. Les gens qui sont de la religion musulmane fonctionnent. Ils ont des groupes aussi de soutien au deuil. Ils se soutiennent, ça fait partie de la tradition. La majorité des groupes protestants ou néo-protestants sont comme ça aussi, sont très, tu sais, sont tissés serrés. Donc, les gens vont aller chercher, mais il faut pas nécessairement oublier la personne. Des fois, on va dire, on est là pour les obsèques, on est là pour la journée du deuil, puis la semaine d'après, il n'y a plus personne. La disparition de la communauté, des enfants, des proches, des... Il faut qu'il y ait des liens qui se fassent. Faut garder un lien. Puis c'est avec les vies qu'on a tous des vies chargées. Ça ne veut pas dire d'y aller à tous les jours, mais peut-être de prendre un temps pour appeler, voir, peut-être aller prendre un café, une marche. Accompagner la personne endeuillée. Oui, puis selon ce qu'elle a besoin, est-ce qu'elle a besoin d'aide pour des papiers? Peut-être lui suggérer des références, un groupe de soutien. Tu sais, ça peut être plein de petites choses. Ça peut être aussi souvent les pères aidants, c'est-à-dire de rencontrer d'autres personnes qui racontent, qui écoutent. Puis le fait de raconter, de dire, de rencontrer des personnes qui ont vécu sensiblement le même passage, la même perte, on se soutient, on trouve les mots, on a des affinités, puis on apprend, on se comprend parfois à travers l'expérience et le témoignage de d'autres personnes. Il y a des suivis de pères aidants, de soutien, de suivi au deuil et tout ça qui sont importants pour puis une personne qui serait pas à l'aise, mais qui est à l'aise à écrire. Tenir un journal à tous les jours, vider sa tête. C'est une bonne idée. Puis le journal, on n'est pas obligé de le montrer. Vider son cœur. On peut le brûler quand on sera prêt. Donc, en le brûlant, c'est comme si on libère des choses. L'art-thérapie ou le journal créatif, faire de l'art juste pour le fun, faire des collages. Tu sais, on est frustré aujourd'hui, colorier un mandala. Ah oui. Ça permet de se centrer, de faire de la méditation, de faire toutes sortes de choses, prendre une marche. On sait que aller dehors, c'est bon pour le cerveau. La marche libère des choses, ça libère le cerveau. Il y a vraiment des liens aussi avec la spiritualité. Puis de pas se gêner quand on a besoin. Je pense que c'est souvent ça, les gens ont peur de déranger, mais c'est de laisser une porte ouverte. Tu sais. Nancy, après la funéraille, après la mort de quelqu'un, il y a souvent les remords. Remords. Ça me frappe. C'est-à-dire, j'aurais donc dû, j'aurais pas dû, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai fait erreur, comment
on revient à la sérénité après des remords, des culpabilités, des pardons qui n'ont pas réussi à se faire au bon moment. Ça va. Une mort qui nous prend par surprise. Oui, souvent, là, c'est là que le groupe d'endeuillés ou l'aide professionnelle peut être utile. Parce que c'est normal d'avoir des remords, de se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû y dire ça. Mais c'est là aussi que le journal qu'on peut écrire peut aider. Parce qu'on peut coucher sur papier cette culpabilité-là. Et en même temps, c'est une étape. Il y a différentes étapes dans le deuil. On a fait de notre mieux. Et je me souviens quand j'étais en université, quand j'étudiais en sexologie à cette époque-là, j'avais un stage, puis j'avais travaillé avec une infirmière qui me disait la décision que la personne prend aujourd'hui, c'est la meilleure décision qu'elle aurait pu prendre dans les conditions qu'elle est. Souvent, c'est ça. Hier, demain, après-demain ou dans 4 heures, elle pourrait être totalement différente. Donc, ça permet aussi de se dire, même avec la culpabilité, oui, je m'invente, oui, j'aurais pu, mais c'est ça, parce qu'il est arrivé ça comme ça. C'est ça. C'est la réponse avec les outils, sans l'expérience qu'on a quelques jours après, quelques jours avant. Puis les outils sont variés. Tu sais, les gens pensent suivi de deuil, il y en a que ça les accrochera pas, il y en a que les professionnels, mais l'art thérapie, il y en a un. Écrire le coaching, il y a beaucoup de coachs qui peuvent faire de l'accompagnement sans que ça soit un accompagnement de deuil, mais qui peut aider à libérer des choses ou des fois permettre à ces personnes qui vivent des deuils, parce que là, on parle de deuil en fin de vie, mais des deuils, on en vit tout le temps. On perd un job, c'est un deuil. On perd son chien, c'est un deuil. D'ailleurs, le deuil d'un animal est aussi difficile souvent pour les gens que la mort de quelqu'un. C'est un lien affectif important, les animaux de compagnie. On parle de les petits bébés. Ça, il y a des groupes aussi qui existent souvent les maisons des familles ont des groupes spéciaux pour les deuils périnataux. On a toutes sortes de deuils. On a une maladie, on deuille de ce qu'on était. Ah, oui. Tu sais, demain matin, on a un accident, on est 6 mois en chaise roulante, on deuille de ce qu'on pouvait faire. Et là, il y a tout le concept de résilience qui embarque et de travail, mais c'est sûr que c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir un état dépressif, mais en même temps, si ça se prolonge trop, voir son médecin, son infirmière, un groupe d'aidants, un professionnel peut aider à évaluer où ce qu'on en est aussi, parce qu'ils ont un regard extérieur que nous, on voit pas. Des fois, je suis une amie. Ben oui, exact. Un frère, une sœur, un parent, une personne qui est là au bon moment. Oui. Puis qui fait toute la différence parfois dans la suite des choses. Nancy, est-ce qu'on peut rire de la mort? Ben oui, on peut rire de la mort. Moi, je connais des gens en fin de vie on a dit beaucoup de niaiseries pour rire parce que les gens voulaient rire, puis pourtant, ils savaient qu'ils étaient en fin de vie. Tu sais, la fin de vie, c'est pas... Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ils sont encore en vie. Donc, on est encore des humains, tu sais. C'est jusqu'à la fin. Donc, tu sais, on peut rire, on peut pleurer, on peut avoir du plaisir. Puis c'est aussi ça que les gens recherchent, avoir un plaisir de partager quelque chose. Des fois, ça va être juste de manger un yogourt avec quelqu'un. Ressentir, là encore, tout ce qui nous garde vivants. Jusqu'à la fin. Toute la gamme des émotions y passe. Nancy, t'es spéciale. Oui. Tu offres des activités. Cette semaine, là, tu vas offrir aux gens une visite de Victoriaville. Puis, tu vas parler de la mort. Comment t'abordes ça, là? C'est un angle bien particulier. Des anecdotes. Raconte-moi ça. Oui, on va faire un ghost tour, donc une visite fantôme. Un ghost tour, OK. Le tour de la ville fantôme. Mais c'est ça. Ah bon. Mais sauf que ça va être vraiment des anecdotes sur des histoires d'immeubles qui sont réputés hantés, des choses qui ont été racontées. À Victoriaville? Oui. Ah bon? Ou des cas où il y a eu des légendes. Donc, on va voir ça. On va faire une tournée de la ville. On va la faire en autobus parce que malheureusement, on peut pas la faire à pied parce que notre ville... C'est grand. C'est grand, mais c'est aussi étendu. C'est pas comme si on va à Ottawa, au Québec, où en 2 heures, on marche un vieux quartier puis on est capable de faire une visite. Donc, c'est ça. On va parler un petit peu d'histoire, un peu d'anecdotes, des légendes, puis les gens vont pouvoir poser leurs questions sur des anecdotes qui sont arrivées à des endroits où c'est plus flou, mais qu'il y aurait effectivement des choses qui seraient arrivées. Mystère.
Mystère. Qui sait? Nancy, merci de nous rendre plus confortables avec l'idée de notre propre mort. T'envisages la tienne déjà? Ben, disons que j'y pense, tu sais, puis on est tous ça presse pas. Ça presse pas, mais je suis en réflexion sur qu'est-ce que j'aimerais avoir, qu'est-ce que j'aimerais pas avoir, jusqu'où je suis prêt à aller sur. Ah oui, parce que maintenant, il y a toute la question dont on n'a pas parlé. De l'aide médicale à mourir, des soins palliatifs. Et ça, c'est une grosse question oui. Aussi. Puis il y a beaucoup d'éthique qui vient rentrer là-dedans. Mais moi, ce que je dirais en dernier, je pense qu'il faut voir ça simple. Tu sais, si on peut écouter sans combler les gens ont peur du silence, ben c'est de les vivre, les silences. Parce que beaucoup de choses se passent dans le silence. Puis les gens ont tendance à pas écouter l'autre. Donc, en discuter, oui, mais de laisser la place au silence, laisser la place à l'écoute. Qu'est-ce que la personne en face veut jaser? On parle de cuisine, on parlera de cuisine, puis ça va ouvrir sur autre chose éventuellement. Ça, c'est ma position qui est pas une position nécessairement traditionnelle, mais comme bénévole, c'est vraiment être ouvert à l'écoute, puis à cet échange-là, parce que les gens ont besoin de verbaliser des choses qu'ils peuvent pas dire à n'importe qui. Et ils vont choisir à qui ils le disent. Parce qu'en verbalisant, on le réalise, ils trouvent leur solution, puis nous, on est juste là pour être un miroir, mais en même temps, pouvoir être là comme une relation, aussi la relation est importante. On a une belle maison de fin de vie à Victo, on est chanceux, c'est précieux pour nous. Ayons à cœur de protéger, de soutenir, de donner aussi notre disponibilité. Si ça nous parle, ce qu'on vient d'entendre, si on se sent interpellé, on peut devenir bénévole. On peut devenir bénévole et tous les bénévoles. Chez Albatros, à la maison de Marie Pagé. À Victoriaville, c'est la formation Albatros. Il y a une formation de 36 heures pour les bénévoles qui vous fait faire un survol. Puis après ça, vous allez sur place, qu'est-ce que vous êtes à l'aise. Il faut savoir, est-ce que moi, je suis à l'aise avec les soins? Est-ce que je suis à l'aise à laver quelqu'un? Tu sais, dans les maisons, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Se connaître aussi. Quand on va chez les gens, ben, on donne pas nécessairement de soins, dépendant, mais il y a d'autres organismes qui existent. Tu sais, on parle de Albatros, il y a des groupes de pères aidants, il y a Baluchon Alzheimer, il y a il faut juste s'informer. Merci, Nancy. Ça conclut déjà notre émission. Merci pour cette incursion au seuil de la mort. Merci de ta façon particulière de nous en parler, de ta personne, de ton originalité, de ta créativité. Bonne suite. Merci. Bonne semaine. À la semaine prochaine.